à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle journée Objectif OFP 2025. Et cette année, aujourd'hui, il y a une seule chose qui nous intéresse, Philippe, c'est la concrétisation. Et oui, la concrétisation. Bonjour à toutes et à tous. On a placé cette journée sur le thème de la suite à donner sur la conférence Ambition France Transport. On est maintenant au pied du mur. Maintenant, on attend qu'au niveau de l'État, les choses réagissent. Une loi cadre qui est annoncée. On aura, je pense, tout à l'heure quelques précisions de la part du ministre des Transports qui est annoncé aux alentours de 12h30. Et donc, on va, je pense, avoir beaucoup plus d'informations sur la question. Mais vous allez pouvoir découvrir tout au long de cette journée que le ferroviaire bouge, le ferroviaire avance et le ferroviaire innove. Donc ce matin, de 9h à 10h30, je suis avec vous et je vais accueillir un certain nombre d'acteurs du ferroviaire qui se montrent, comme toujours, ambitieux, inventifs, innovants. Donc on va aborder un certain nombre d'exemples concrets. Et dans la deuxième partie, Gilles Dansart prendra la suite. Oui, une deuxième table ronde, plus politique, avec Gilles qui est parmi nous déjà, et avec la présence de Dominique Bussereau, qui a présidé la conférence Ambition France Transport. Nous aurons aussi la présence du préfet François Philizot, qui est en charge d'une mission concernant les LDFT. Il nous donnera plus de précisions sur sa mission. Et puis, les acteurs du ferroviaire, Mathieu Chabanel sera parmi nous, et puis aussi les représentants des différentes institutions professionnelles qui pourront donc débattre avec nos différents intervenants. Vous allez pouvoir consulter le programme. Il doit y avoir un QR code qui va s'afficher à l'écran dans un instant. Et vous avez aussi une adresse mail, puisque vous êtes certains d'entre vous dans la salle, mais d'autres sont à distance, en visio, derrière leur ordinateur. Dans les deux cas, vous pouvez envoyer par mail vos questions à tout moment durant la conférence. Je les reçois sur la tablette qui est là-bas. Et à la fin de chaque séquence, on essaiera de prendre un petit temps pour répondre à vos questions. Oui, et on aura aussi deux micros baladeurs, entre guillemets, qui, si le temps nous le permet, vous permettront de poser des questions au niveau du public. On va essayer d'être le plus participatif possible cette année. On a un peu allégé le programme par rapport à celui de l'année dernière, quoique, et on va essayer de vous laisser la parole pour poser un certain nombre de questions. Et pour démarrer donc, cette première séquence sur la complémentarité des modes... Oui, je fais simplement une petite précision, c'est que cet après-midi, Stéphane Bergogneau animera un atelier participatif sur le programme REMOV, report modal et verdissement de l'ADEME, programme des certificats d'économie d'énergie. Donc ça, c'est cet après-midi. Nous aurons aussi la présence du CEREMA qui présentera l'actualisation de la base ITE 3000. Donc, chose importante pour les professionnels du ferroviaire qui veulent faire au niveau des territoires du fret ferroviaire. Et puis, vous avez peut-être déjà vu la petite séquence vidéo. Eh bien, on vous présentera aussi, je vous présenterai l'IA Y'a qu'à le faire. Qui est une intelligence artificielle que l'on va mettre à disposition des professionnels du secteur ferroviaire de façon à faciliter les prises d'informations. Et donc, la version bêta est actuellement en place et donc elle est développée dans le cadre du programme REMOV et avec l'ensemble des partenaires du secteur ferroviaire. Donc, on aura ça, c'est à 14h30 et c'est ouvert à tous. Bien sûr. Merci beaucoup, Philippe. Et on va démarrer tout de suite donc, sur la complémentarité des modes ce matin avec un certain nombre d'exemples. Mais avant cela, je vais accueillir pour l'AUTF et pour l'Union TLF Valérie Cornet et Sylvain Philippe. Bienvenue à eux sous vos applaudissements. Merci. Bonjour Valérie, bonjour Sylvain, installez-vous. C'est comme vous voulez. Voilà. Parfait. Donc AUTF pour Valérie Cornet, Union TLF pour Sylvain Philippe. Oui, la voix des chargeurs et des logisticiens pour nous donner un peu
leur vision de l'évolution du report modal dans le ferroviaire et nous dire en quoi finalement ils œuvrent tous deux avec leurs organisations sur le report modal, la complémentarité des modes. Alors on va commencer avec vous, Valérie Cornet. Donc vous êtes déléguée aux affaires routières, ferroviaires, fluviales à la UTF. Donc vous menez en parallèle beaucoup de commissions, ça fait beaucoup de sujets, avec les chargeurs. Donc je rappelle que la UTF représente les chargeurs donc, qui sont donneurs d'ordre industriels, entreprises industrielles et commerciales, donneurs d'ordre de transport. Vous avez 180 adhérents, c'est ça ? À peu près, oui. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être comment la UTF agit pour le report modal et la décarbonation dans ses missions, dans ses interactions avec les chargeurs, peut-être à travers les missions menées en 2025, par exemple ? Oui, tout à fait. Alors, la UTF, effectivement, on rassemble des chargeurs de tout secteur d'activité, dont un certain nombre sont très engagés dans le ferroviaire depuis longtemps. Et la UTF est impliquée dans le report modal et la décarbonation historiquement, j'ai envie de dire, puisqu'on a été à l'initiative et coporteur du programme Fret 21. Plus récemment, coporteur du programme Remove également. Donc, c'est la première chose que j'ai envie de mettre en avant. Et donc, dans le cadre de l'animation de ces programmes, on sensibilise les chargeurs. Après, au sein de la UTF, avec nos adhérents, effectivement, on travaille beaucoup en interaction entre les différentes commissions modales, puisque nous, on travaille vraiment sur les enjeux de l'ensemble des modes de transport. Vous l'avez cité, routier, ferroviaire, fluvial, mais aussi maritime, aérien. Donc, par exemple, on va sensibiliser nos membres de la commission route en faisant intervenir des transporteurs routiers fortement impliqués dans le rail route. On va sensibiliser les acteurs de la commission ferroviaire à l'impact sur les coûts du transport routier de la future taxation carbone, ETS2. On peut aider nos adhérents à monter en compétences pour illustrer sur le transport combiné fluvial route. On a travaillé sur les modalités contractuelles qui peuvent trouver des référentiels contractuels. Les gens ne sont pas forcément familiers de tout ça. Et puis plus récemment, on a aussi travaillé puisqu'on sait qu'il y a un gisement important dans tout ce qui est transport combiné, et puisqu'on parle de complémentarité des modes ce matin, une étude qu'on a menée en 2024 avec le cabinet Mencia a montré que les chargeurs avaient besoin vraiment de points d'accès au réseau. Et donc on travaille avec SNCF Réseau à travailler sur la visibilité de toutes ces cours de marchandises qui sont peu utilisées et qui sont nécessaires pour avancer. Donc des webinaires aussi, des conférences, des séances de travail, des ateliers. Des observatoires, on va en reparler tout à l'heure. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que chaque industriel a des contraintes très différentes, et faire du ferroviaire, du report modal ferroviaire, on sait que ça oblige à relever un certain nombre de défis, mais des défis très différents selon finalement l'industriel dont on parle. Vous avez des exemples peut-être à évoquer pour illustrer ces différences ? Oui, alors il y a à la fois des différences et des points communs selon qu'on va être plutôt en transport conventionnel, où il va y avoir aussi un enjeu de maintenir les trafics socles des grands chargeurs ferroviaires, et puis de transport combiné. Globalement, tout le monde a un enjeu d'accéder au réseau le plus près possible de ses points de départ et points d'arrivée, d'avoir une offre de service suffisamment étoffée, suffisamment fiable, et puis évidemment la question du coût. Donc les chargeurs qui travaillent à ça pour se décarboner, effectivement, il va y avoir un certain nombre de défis à relever qui vont dépendre de leur supply chain, de leur modèle économique. Et là, justement, ils vont s'appuyer sur la complémentarité des modes. Alors, pour illustrer, on peut citer par exemple le secteur de la chimie, qui est un gros utilisateur du wagon isolé, mais qui a aussi des enjeux de voies capillaires à rénover, donc de maintien des trafics potentiellement avec le sujet de financement des capillaires qu'on connaît bien. L'alternative pourrait être de travailler sur du combiné rail-route, mais on a une contrainte, par exemple, sur la partie routière, de transporter des matières dangereuses par route, ce qui présente un certain nombre d'inconvénients réglementaires ou de sécurité. Oui, donc ça, c'est le genre d'enjeu pour la chimie. Voilà. Tout à l'heure, je crois que vous allez détailler un exemple sur l'industrie du papier-carton, qui cherche à mettre en place des flux pour des raisons de décarbonation et à créer des services. C'est aussi une industrie pour ses approvisionnements de matières premières, en bois par exemple, qui va avoir des besoins d'optimiser le transport routier pour transporter depuis les scieries qui ne sont pas embranchées à relativement courte distance des matières de façon massifiée vers les usines de pâte à papier. Oui. Peut-être troisième exemple que je pourrais citer, c'est l'industrie automobile, qui s'appuie aussi beaucoup sur la complémentarité des modes, notamment pour tout ce qui est pièces auto. Il y a des flux possibles à mettre en place, notamment sur l'arc atlantique, avec le développement d'itinéraires P400.
Encore faut-il avoir, effectivement, pour s'intégrer dans des supply chains vraiment ultra tendues. C'est une question de minutes dans l'industrie automobile, donc il faut que les plans de transport soient suffisamment flexibles, étoffés, pour que ça puisse s'intégrer. Et de façon complémentaire, il y a aussi sur de la courte distance des transports optimisés qui doivent se faire par camion, là où le ferroviaire n'aura jamais de solution. Oui, bien sûr. Alors vous publiez, on est en train de voir là ce qui s'affiche à l'écran, un baromètre d'appréciation des modes de transport par les chargeurs chaque année. Et si on regarde bien ce graphique, on peut voir que le ferroviaire n'est pas numéro 1, donc ce n'est pas une surprise. Mais si on regarde un peu plus en détail, est-ce qu'on peut en tirer des conclusions ? Ce que je voulais mettre en avant, donc là c'est effectivement c'est le baromètre de l'an dernier, on va bientôt lancer le baromètre 2026. Le code couleur est assez simple, tout ce qui est vert est plutôt une appréciation positive et ce qui est orange ou rouge une moins bonne appréciation de la qualité de service. Donc on voit que le ferroviaire est assez clivant puisque en gros il y a la moitié en vert, la moitié en orange-rouge, avec en gros une moitié des répondants qui avaient jugé comme bonne la qualité de service du ferroviaire. On voit que le combiné a un score un petit peu meilleur, parce qu'on a, on a près des 2/3 qui sont en vert. En revanche, si on se compare avec le transport routier, là on voit que c'est quasiment 85% qui est en vert, avec une proportion, une bonne moitié qui va être en très bonne, voire excellente qualité de service. Si vous n'arrivez pas bien à lire, le ferroviaire est la première ligne tout en haut et le routier tout en bas. Bon, donc conclusion. Là, clairement, quand on parle de complémentarité des modes, souvent on évoque la question de la compétitivité, mais le premier critère, selon moi, c'est la qualité de service, puisque c'est ça qui va faire qu'un mode de transport, opérationnellement, va pouvoir s'intégrer dans les chaînes des chargeurs. Il y avait une autre diapo peut-être sur le même baromètre. C'était pour continuer sur effectivement quels sont les critères, puisqu'on parle de report modal ce matin aussi, qui vont favoriser le choix des modes. Alors là, je vais passer simplement sur le mode ferroviaire, le fluvial est en bleu. Mais donc les critères principaux dans l'enquête de l'année dernière, donc en gros à plus de 60%. Critères pour le ferroviaire en rouge, critères pour le fluvial en bleu. Tout à fait. Donc le premier critère, vraiment, c'est l'amélioration de l'offre en termes de flexibilité et de fiabilité surtout. Le deuxième critère qui ressortait, c'était les incitations financières aux chargeurs. Le troisième, juste devant la stratégie de l'État pour développer ce mode, c'est l'objectif de réduire les externalités globalement, CO2, congestion routière, accidentologie, etc. C'est limpide, on va en reparler tout à l'heure de l'évolution de l'offre avec d'autres invités. Et vous êtes beaucoup dans la pédagogie avec la ETF sur plein de sujets. Vous faites donc des webinaires informatifs, on l'a dit tout à l'heure. Et on a sélectionné une autre diapo juste après. Voilà, c'est l'équation de Kaya. Vous connaissez ça ? Ça fait partie des choses que vous enseignez à vos chargeurs, parce qu'ils doivent savoir ça. Ils doivent connaître le japonais du même nom. Je ne sais pas s'ils doivent savoir. En tout cas, on essaye de mettre en avant ces arguments-là. L'idée, donc là, c'est la version de l'équation de Kaya qui avait été mise en forme par Carbone 4, qui met en avant finalement le fait que pour décarboner, donc les chargeurs sont fortement engagés, même si ce n'est pas leur cœur de métier, le transport, ils sont fortement engagés, ils sont obligés de décarboner leur transport. Il y a un certain nombre de leviers multiples qu'il faut tous actionner pour parvenir à remplir les engagements. Donc, le premier, effectivement, c'est jouer sur la demande de transport. Donc, on va parler de sobriété, essayer de faire en sorte d'avoir moins de choses à transporter. C'est un levier qui est très structurant, puisque ça peut dépendre des implantations, des usines, des entrepôts, de la gestion des flux. Donc, ça, c'est comme des gros changements. Donc, on transporte moins, ça, c'est la première étape. On transporte moins. Ensuite, on fait du report modal, puisque ce sont des modes ferroviaires ou fluviales qui consomment moins d'énergie, qui permettent de massifier et de réduire les externalités. Ensuite, on va parler de densification du transport, donc d'optimisation du transport routier. Là, on peut jouer sur la question des rythmes de commande, des fréquences d'envoi, mais aussi sur le volume ou le poids qu'on peut transporter dans les camions. Et puis derrière, il y a tous les leviers énergétiques, à la fois en termes d'efficacité énergétique ou de choix d'énergie décarbonée. Donc ça, en gros, ça veut dire qu'on ne peut pas se dire en tant que chargeur qu'on va jouer seulement sur électrifier le transport routier pour décarboner ses flux. On ne peut pas jouer non plus seulement sur le report modal. Il faut vraiment aller sur tous les leviers pour parvenir aux engagements. Et du coup, c'est un message qu'on passe aux chargeurs, mais c'est aussi un message qu'on passe à l'ensemble des écosystèmes avec qui on travaille, puisque les chargeurs ont vraiment besoin de tous ces leviers pour remplir leurs engagements.
Donc c'est du bon sens, mais c'est un bon référentiel commun, très pragmatique, pour voir si on a coché un peu toutes les cases. Merci beaucoup Valérie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer, je vais les recevoir sur la tablette. Sylvain Philippe, on continue avec vous. Bienvenue. Donc, vous êtes président de la commission intermodalité de l'Union TLF, donc c'est l'Union des entreprises de transport et logistique de France, et vous vous réunissez tous les trimestres au sein de cette commission. Donc on va s'intéresser déjà à ça, et je précise aussi que vous travaillez aussi au sein de FM Logistique, on va en parler dans un deuxième temps. Mais donc Union TLF, votre dernière commission par exemple c'était en octobre, oui. Vous vous êtes réunis à Lyon. Oui. Et j'aimerais qu'on commence par ça, votre action très régionale, très terrain. À chaque fois que vous vous réunissez, c'est dans un territoire pour vous focaliser sur des actions concrètes. Oui, alors en réalité, la complémentarité des modes, c'est quelque chose qui est dans l'ADN de la commission intermodalité chez TLF, puisque on avait constaté qu'on avait une commission ferroviaire, fluviale, routière, etc. Et on pensait nécessaire d'avoir cette commission intermodalité. Et le deuxième aspect, ça a été de se dire, mais où sont les lieux de l'intermodalité? C'est clairement pas dans nos salles de réunion à Paris, et c'est nécessaire d'aller sur le terrain. Donc effectivement, vous avez cité Lyon, on avait fait Gennevilliers, on a fait Strasbourg. Prochainement, on ira sur Dourges. On cherche aussi à aller sur un port de la façade atlantique, parce qu'on est persuadé que l'intermodalité va jouer au niveau des territoires. Alors il y a 3 échelles, hein, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, au niveau territorial, national et européen. Mais au niveau des territoires, grâce à l'appui de nos délégués régionaux, ça nous permet de rencontrer les acteurs locaux, qu'ils soient les opérateurs de terminaux, les transporteurs routiers, les chargeurs, les opérateurs routiers du premier et du dernier kilomètre, parce que c'est ceux-là aussi qui permettent aujourd'hui de faire du report modal. Et on croit beaucoup, nous, chez TLF, à un enjeu de planification territoriale des investissements, qu'ils soient logistiques et multimodaux. Parce qu'on a donc des stratégies qui sont actuellement déployées par l'État et par l'écosystème ferroviaire sur notamment l'implantation de nouveaux terminaux de transport combinés, par exemple. Et on pense que ça doit se faire en collaboration avec les institutions territoriales, mais aussi avec les acteurs de manière générale logistiques et territoriaux. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on pousse et qu'on a envie de travailler, d'où l'intérêt pour nous de se réunir de manière locale et de rencontrer ces gens-là. C'est très concret, oui. Et au niveau national, évidemment, ça découle de vos actions territoriales. Vous agissez à quel niveau? Oui, alors au niveau national, on s'inscrit clairement dans la démarche collective qui est d'augmenter la part modale ferroviaire et fluviale. Même si on est transporteur principalement routier au départ et logisticien, on est convaincu que l'augmentation des flux au niveau national et mondial va faire que le transport routier seul ne suffira pas à produire la totalité on va dire de l'offre de transport. Et compte tenu en plus des enjeux environnementaux et sociétaux, il est important que ça se fasse. Par contre, on est persuadé au niveau national qu'on a besoin de lever les freins réglementaires justement à l'implantation de ces futures plateformes, qu'elles soient logistiques ou multimodales, et notamment d'exclure par exemple du calcul de l'artificialisation des sols ces implantations-là dans le cadre d'une stratégie pluriannuelle et consentie entre les acteurs publics et les acteurs privés. Donc ça, parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Quand vous voulez faire une plateforme multimodale, on vous oppose artificialisation des sols, zéro artificialisation. Exactement. Alors on a cet enjeu-là. On a un enjeu de réindustrialisation des friches industrielles et qui malheureusement sont souvent situées en cœur de ville ou proche des villes et pour lesquelles on a du coup du mal à faire venir les camions à proximité. Et puis on a des enjeux politiques locaux actuellement où sous fond de, on va dire, pénaliser le transport routier, on peut se retrouver finalement à pénaliser le premier et le dernier kilomètre qui permet normalement d'aller vers une plateforme multimodale. On a quelques exemples actuellement en France sur lesquels on travaille de concert d'ailleurs avec d'autres fédérations professionnelles et même avec les chargeurs pour essayer de faire de la pédagogie auprès des institutionnels en disant attention, la pénalisation du transport routier pénalise aussi le report modal. Le sujet des camions aussi. Oui, alors sur le sujet poids et dimension, il y a quelque chose d'assez, un exemple très concret. Hein. Il y a quelques années, aux alentours de 2021-2022, on a poussé ensemble, au niveau de l'écosystème, le fait de faire une expérimentation aux 46 tonnes spécifiquement pour le transport rail-route combiné, partant du principe que quand on fait du rail-route en conteneur, on perd quelque part 2 tonnes de charge liées à l'utilisation simple du conteneur par rapport à une remorque. Cette expérimentation devait faire l'objet normalement d'un décret, d'abord d'une expérimentation de 18 mois et derrière d'une prolongation de décret, et la force publique ne l'a pas prolongée. Donc aujourd'hui, en réalité, si des chargeurs, je vais qualifier massifs en termes de volume, voudraient faire du report modal, ils sont obligés de baisser la taille de l'eau minimum pour pouvoir faire du report modal. Et là, pour le coup, c'est
pas de l'innovation, c'est pas de l'investissement, c'est juste une question de décision de bon sens du pouvoir politique et public. Donc c'est des choses sur lesquelles on va encore travailler. On rencontrera bientôt les acteurs. Mais là, par exemple, vous en êtes où sur ce dossier-là? Concrètement, alors, je ne veux pas faire de politique ici, mais compte tenu de la difficulté actuellement politique, on a du mal à faire valoir ce type de sujet. On a des discussions au niveau du cabinet du ministre pour essayer de faire avancer ça, mais c'est quand même beaucoup auprès de la DGTIM que ces sujets-là sont censés être faire avancer. Donc il y a quelques oppositions de principe, il y a des non-compréhensions sur les résultats de l'expérimentation, et donc le sujet, c'est de remettre le cœur à l'ouvrage pour y arriver. Alors, vous m'avez aussi indiqué, quand on a échangé avant la conférence, que 70% des règles qui encadrent les activités de transport et de logistique se décident à Bruxelles, à Strasbourg. Ça oriente forcément vos discussions, vos sujets? Oui, alors ça oriente les sujets, et en réalité ça a même orienté complètement l'Union TLF, c'est-à-dire que l'Union a investi depuis une petite année maintenant sur renforcer son personnel, et notamment avec la nomination d'une déléguée aux affaires européennes, parce qu'effectivement on constatait que, on avait des difficultés de compréhension de ce qui se passait vraiment à Bruxelles, deux, on avait des difficultés à faire valoir notre voix sur place. Et puis après, quand on regarde côté adhérents, on avait aussi des adhérents qui, dans le marasme de la documentation et de la réglementation, ne s'y retrouvaient pas. À ce titre-là, on a sorti un guide il y a quelques semaines maintenant, un guide avec une 50aine de fiches explicatives sur chacun des textes européens qui peut impacter le transport et la logistique, donc c'est transport et aussi activité d'entreposage. Vous voulez donner un exemple? Je sais pas, je vais trouver quoi dans ce guide? Alors, on avait un exemple sur lequel je veux bien parler, qui est la révision de la directive transport combiné, donc qui faisait partie d'une des fiches qu'on avait effectivement éditées. Alors, malheureusement, la commission a décidé d'arrêter cette révision, et typiquement, et c'est quelque chose de très concret, dans cette révision, il était prévu notamment d'avoir une définition plus précise, plus claire de ce que c'est que le transport combiné. Alors, je donne un exemple, peut-être un nombre de kilomètres ou un pourcentage de transport routier avant le transport massif. Et comme cette révision est arrêtée, aujourd'hui, tous les dispositifs d'aide qui font appel à ce genre de définition sont arrêtés ou sont soumis à débat. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très problématique pour nous. Et donc, on pousse effectivement à ce qu'il y ait un nouveau calendrier à défaut de la révision de cette directive, en tout cas un calendrier de définition de ce que c'est que le transport combiné, ou de manière générale le report modal, pour permettre justement aux acteurs d'avoir une vision long terme et de pouvoir s'inscrire dans ce genre de démarche. Donc là, pareil, vous n'avez pas de date à nous annoncer dans les pourparlers? Non, et puis alors au niveau européen, vous connaissez le cycle, c'est des cycles très très longs, donc c'est aussi ça qu'il faut qu'on arrive à expliquer à nos adhérents sur des démarches qui peuvent parfois prendre plusieurs années. Donc pas de calendrier pour l'instant, mais on y travaille ardemment. Alors, dernière question pour qu'on évoque un peu votre activité chez FM Logistics. Vous êtes en charge des solutions multimodales pour l'Europe. Oui. Et vous allez nous illustrer vos derniers développements avec entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Vous avez un trafic Dourges-Pologne qui a démarré fin septembre. Oui. Et qui est assez efficient. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, efficient, comme toute ligne de transport combiné qui démarre, on est en phase de test. Mais ce qui est intéressant sur ce nouveau corridor qui se lance, c'est que, étonnamment, c'est le premier train direct entre la Pologne et la France. C'est-à-dire que ça n'existait pas. Et nous, chez FM, nos deux plus gros pays d'implantation logistique, c'était la France et la Pologne. Donc, jusqu'à présent, on n'avait pas de solution réelle pour pouvoir faire ce genre de point. La partie innovante également, alors innovante eu égard à la cible de notre manifestation d'aujourd'hui, certains connaissent déjà ces dispositifs, mais c'est qu'on peut avoir différents types d'unités de transport. Donc aujourd'hui, on est capable de faire du transport avec des conteneurs classiques 45 pieds, mais aussi des semi-remorques P400, donc préhensibles, et des semi-remorques non préhensibles. Alors l'innovation, elle est technique, parce que ce genre de panier permettant de transporter ces semi-remorques existe depuis quelques années, mais se développe fortement. Mais le point positif, c'est qu'à l'échelle de FM, par exemple, on passe de quelques dizaines d'unités éligibles au report modal, quelques conteneurs qu'on avait commencé à louer et acheter, à plus de 1000 unités potentiellement reportables, puisque aujourd'hui, tout notre parc de camions et de supermorques devient éventuellement une solution de transport modal. Donc c'est ça qui est intéressant pour nous permettant de faire des tests et d'anticiper ensuite nos stratégies d'investissement pour l'avenir. Et le point complémentaire en termes d'innovation, c'est finalement l'approche collective et collaborative qu'il y a eu sur cet axe. Vous pouvez citer les acteurs impliqués? Oui, bien sûr. En fait, comme tout projet de transport combiné, on a un opérateur ferroviaire qui, lui, prend le risque de remplissage du train, qui est l'entreprise Contargo. On a une très forte proximité parce qu'il a fallu travailler les aspects plan de transport et notamment gestion des horaires adaptés, notamment aux politiques de livraison dans les entrepôts, avec les deux terminaux qui sont le terminal de Krzewieje en Pologne, donc par l'entreprise Miratrans, et LDCT à Dourges, ici en France. Et puis derrière cette
écosystème que je vais qualifier un peu de ferroviaire, c'est la connexion avec un écosystème plus large, avec des transporteurs du premier et dernier kilomètre. Alors ici, dans le cas de figure, c'est nos filiales FM Polska et FM France qui pilotent ces activités, mais associé avec l'ensemble des entrepôts clients, et je profite d'avoir les chargeurs à mes côtés, et aussi les chargeurs qui ont accepté, et je pense que ça c'est extrêmement important, à la fois de revoir leur supply en détendant éventuellement des délais de transit time. Alors c'est assez intéressant parce que dans le sens France-Pologne, finalement, il a fallu détendre de 12 ou 24 heures pour avoir une solution potentiellement intéressante. Par contre, dans le sens Pologne-France, on part le vendredi, on arrive le lundi. C'est-à-dire que ça, même en transport routier, ça ne se fait pas. Donc finalement, on voit aussi qu'il peut y avoir parfois une pertinence et une capacité d'autres barrières. Exactement. Okay. Donc c'est cet aspect collaboratif avec l'ensemble de l'écosystème, chargeurs, opérateurs de transport combiné, opérateurs ferroviaires et puis évidemment opérateurs du premier et dernier kilomètre routier qui donne le succès de ce type de fonctionnement aujourd'hui. Oui, donc c'est de l'innovation logistique, vraiment. Est-ce que vous avez des questions pour nos deux premiers invités? C'est votre moment là. Vous pouvez les envoyer sur la tablette. Pour l'instant, c'est très calme. Même les gens qui sont en ligne, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous. Et s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que vous avez envie de vous adresser un commentaire particulier de l'un à l'autre? Moi, je peux peut-être juste rebondir sur ce que disait Sylvain à l'instant. Oui, bien sûr. C'est le rôle de tous les acteurs. Effectivement, on a parlé de complémentarité des modes. Effectivement, un autre point très important, c'est que tout le monde doit aller dans le même sens. C'est pas l'œuf ou la poule. Il ne faut pas s'attendre sur ce genre de sujet. Il faut que chacun fasse un peu un pas, quoi. Oui, tout à fait. Oui, aujourd'hui, je pense que nous, on pousse beaucoup une démarche. On reste encore avec un pourcentage de part modale suffisamment faible pour ne pas être exclusivement dans le marché, j'allais dire, concurrentiel des appels d'offres et travailler un peu plus en mode projet. Et une bonne partie des chargeurs avec lesquels on travaille aujourd'hui sont dans cette démarche-là de dire, OK, il y a un temps d'appel d'offres, ça doit exister, ça doit continuer à exister, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas. Par contre, il doit aussi y avoir un temps de projet pour innover ensemble, pour penser des solutions futures. Et c'est ça qui devient agréable dans le fonctionnement, notamment entre les commissionnaires de transport que je représente, entre les chargeurs, et même de manière plus générale avec l'écosystème ferroviaire et des transporteurs routiers. On avait une petite vidéo de FM Logistique, on peut regarder éventuellement. C'est une minute, je crois. Oui, c'est ça. Oui. On a quelques rushs, parce que la vidéo finale avec les interviews en anglais, etc., sera publiée prochainement. Mais il n'y a pas de son spécialement. Non, il n'y a pas de son particulier. Donc, alors, ce sera la vidéo qui nous permettra de descendre de scène. Merci à tous les deux, parfait, Valérie Cornet et Sylvain Philippe. On va lancer la vidéo et on peut les applaudir. Merci. Voilà, parfait. Quelques images pour illustrer. Et je vais vous annoncer la suite, puisque nous allons aborder donc des nouveaux trafics ferroviaires, des stratégies orientées vers le report modal, avec 4 nouveaux invités. J'accueille Olivier Depré pour VIA, Brice Devinois pour Eurorail Régiorail, Xavier Breffey pour l'UNPG et le groupe Basalt, et Valentina Miniva pour Forwardis. Sous vos applaudissements, merci. Bonjour, bienvenue à vous. Alors vous pouvez vous mettre presque 1 sur 2 si vous avez envie, tellement il y a de place. Mais sinon, vous pouvez vous mettre plus près de moi, c'est comme vous voulez. Et non, personne ne veut se mettre à côté de moi, d'accord. Tout va bien. Allez. Merci Xavier. Alors, bienvenue à tous les 4. Voilà, les images continuent à défiler, mais c'est très bien. Parfait. On va commencer avec Olivier Depré. Vous êtes le directeur général délégué aux opérations pour VIA et Naviland Cargo. Ce sont 2 structures du combiné du groupe Rail Logistics Europe que vous connaissez. Naviland Cargo, donc c'est le transport combiné maritime qui associe les modes ferroviaires et routiers. Et VIA, c'est le rail. Vous me direz si je dis des bêtises, adapté à la route avec une technique de chargement des semi-remorques du camion au train. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et on a dit tout à l'heure qu'il y avait un enjeu de développer l'offre dans le ferroviaire. Et justement, vous allez nous parler de votre stratégie d'offre chez Naviland Cargo. Depuis 10 ans, vous avez vraiment renforcé ce réflexe report modal. Vous m'avez dit qu'il y a 1/3 des demandes qui vous sont faites par vos chargeurs en transport routier que vous transformez en ferroviaire. Oui, tout à fait. On est parti d'un constat que la majorité de notre clientèle est une clientèle qui pratique le carrier haulage. Donc le carrier haulage, c'est essentiellement les compagnies maritimes qui achètent du transport de bout en bout, du chargement en Chine au déchargement en l'entrepôt en France.
Et on avait la partie rail-route, donc on acheminait la marchandise par le train, et un camionnage local. Et il y a une partie de la marchandise qui circule en France en conteneur qui nous échappait un peu, qui est le merchant towage. Et le merchant towage, c'est quand c'est beaucoup plus segmenté, et généralement le contrat de transport, par exemple, il s'arrête au port, et ensuite il y a un transitaire qui va reprendre la marchandise au port pour l'acheminer dans son entrepôt. Et donc, on a décidé de développer l'offre routière qui s'appelle Navi Trucking. On a commencé très modestement en 2016. Et aujourd'hui, avec Navi Trucking, on a plus de 80 dispatchers. On a 9000 UTI qui sont transportés chaque mois. Et on reporte 30% de ces UTI sur le train. Alors, on le fait avec l'assentiment des clients, évidemment. Donc, on a été dans une démarche très progressive où on a dû les convaincre que le ferroviaire pouvait délivrer de la qualité. Parce qu'avant, les chargeurs qui utilisaient le transport routier pur, ils n'avaient pas confiance dans le ferroviaire. Donc, on a été vraiment les convaincre, les évangéliser, je dirais, sur le fait que la solution ferroviaire était une solution robuste et complémentaire à leur service. Donc aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, Naviland Cargo, c'est 180 millions d'euros de chiffre d'affaires et on en fait 85 via notre cellule Navi Trucking sur la route. Donc on a une part extrêmement importante de notre chiffre d'affaires qui vient du transport routier en elle-même. Si j'ajoute à ça le pré- et post-acheminement, ce qu'on appelle le camionnage local, qui est au départ et à l'arrivée des terminaux, je rajoute 25 millions d'euros. Donc je suis à 110 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 180, uniquement en transport routier. Donc il est capital pour nous de reporter une partie de ces volumes sur le train pour optimiser ce que j'expliquais au début, donc nos clientèles qui est plutôt carrière haulage. Et le client est toujours au courant que ces matériaux sont sur le train et pas sur la route? Alors, maintenant, oui. Au début, on était un peu sioux. Faut savoir qu'on utilise notre capacité de commissionnaire de transport, donc on a une obligation de résultat. On n'a pas une obligation de moyens. Donc, quand un client nous dit, généralement un transitaire, merci de transporter mon conteneur par la route de Fos-sur-Mer à Saint-Quentin-Fallavier, par exemple, et ben nous, en fonction du délai d'acheminement qui est devant nous, en fonction du repositionnement de la boîte vide, on va prendre la décision de la mettre sur notre train entre Fos-sur-Mer et Vénissieux, et avec notre cellule de camionnage local, on va opérer le transport de Vénissieux jusqu'à Saint-Quentin-Fallavier. Donc maintenant, oui, les clients sont au courant, la demande augmente, mais il y a encore vraiment un travail de conviction qu'on mène chaque jour. Très bien. Alors, on va parler de VIA maintenant, où vous avez développé les autoroutes ferroviaires avec des trajets réguliers. Est-ce que vous pouvez donner un peu des chiffres, nombre de trains, des trains aussi combinés sur des plus petites distances? Vous en êtes où, la photographie globale? Alors, VIA, ça a démarré en 2003. Donc en 2003, sur l'échelle du temps du ferroviaire, c'est très long. Et sur l'échelle du ferroviaire et des sujets de report modal, là, c'est carrément la préhistoire. En 2003, je pense que déjà, Objectif OFP n'existait pas. On n'est qu'à la 15e rencontre. Je suis sûr que si on reprend les ordres du jour des 5 ou 10 premières journées d'Objectif OFP, le mot report modal devait vraiment pas beaucoup apparaître dans les tables rondes. Je vois Magali qui hoche la tête, enfin qui dit non et oui en même temps. Donc, VIA a développé le report modal le plus pur, le plus simple, de mettre les camions sur les trains. On le fait aujourd'hui pour 50 allers-retours par semaine, ce qui offre une capacité de transport de 4000 semi-remorques. On a aussi développé à l'arrière de ces trains, je veux dire, on met en complément de ces trains d'autoroute ferroviaire un lot de wagons, de 2, 3, 4 wagons de transport combiné. Parce que ce qu'on va chercher là, c'est vraiment le gain marginal.
L'autoroute ferroviaire, elle est en compétition avec la route. Les prix de la route sont bas. On connaît tous les problématiques avec les transporteurs étrangers, etc. Donc on doit vraiment aller chercher la dernière boîte, le dernier camion pour avoir le taux de remplissage qui nous permet d'être à l'équilibre. Donc aujourd'hui, 50 trains aller-retour par semaine qui offrent 4000 semi-remorques de capacité. L'année dernière, on a dû transporter 150 000 UTI sur les trains VIA, avec la relation phare qui est Bétambourg, donc au Luxembourg, et Le Boulou, près de Perpignan, à la frontière espagnole, où on fait 27 allers-retours par semaine. C'est vraiment une machine de guerre. Je ne pense pas qu'il y ait un trafic ferroviaire de fret aujourd'hui en France, j'en suis même sûr, qui atteint cette cadence sur une seule origine-destination. Donc évolution des réflexes, des mentalités avec l'évolution de l'offre, ça va de pair en tout cas, ce que vous dites. Et vous avez aussi une nouvelle offre de combiné continental, Combibox, qui est aussi l'innovation. Là, on peut transporter 33 palettes par container. Alors, c'est 30 palettes, je m'étais trompé dans la note, on n'en avait pas reparlé, excusez-moi. En fait, on a CNC à l'époque, Naviland Cargo ensuite. On a quitté le transport combiné continental il y a une quinzaine d'années, que ce soit chez Naviland Cargo, que ce soit avec la vente de Novatrans au groupe Charles-André. On s'est détaché du transport combiné continental. Et on pense qu'aujourd'hui, c'est le bon moment pour y revenir. Parce que, vous voyez, on ne peut plus aujourd'hui passer une journée d'objectifs OSP sans parler de report modal. Donc le paradigme, il s'est complètement inversé. Et donc aujourd'hui, on pousse une nouvelle offre où on met le contenant 40 pieds pallet wide à disposition des chargeurs. Ce 40 pieds pallet wide, il est compatible sur tous les trains, tous les wagons, tous les terminaux. Il peut même aller sur la barge. Et donc, on peut avoir accès à toute la capillarité du réseau de Naviland Cargo, du réseau de VIA, mais aussi de réseaux partenaires. Et donc, aujourd'hui, on a développé cette offre. On a déjà 2 clients qui l'utilisent. C'est essentiellement des flux nord-sud. Alors, je précise, on n'est pas en concurrence avec des offres existantes comme celle de T3M, par exemple, qui, eux, ont des trains cadencés, dédiés sur du transport combiné continental. Nous, on vient, encore une fois, faire un gain marginal en remplissant notre réseau VIA et notre réseau Naviland Cargo avec quelques boîtes pour occuper les espaces vides. Très bien, merci pour ces exemples. Du coup, que d'autres commissionnaires de transport peuvent avoir envie de suivre ou d'imiter. Je ne sais pas si vous aviez un message pour vos confrères. Je ne pense pas que les commissionnaires de transport ont beaucoup plus à offrir. Ils ont maintenant la maturité, je dirais, suffisante pour offrir des solutions. Je reviendrai sur mes gains marginaux. Alors peut-être c'est un parallèle que certains vont comprendre dans le cyclisme. Moi, j'aime beaucoup le cyclisme, mais on est tout le temps dans la recherche des gains marginaux pour aller plus vite. Dans le fret ferroviaire et dans le transport combiné à plus forte raison, le gain marginal est toujours d'aller chercher cette dernière boîte, cette dernière semi-remorque à mettre sur le train. Et donc aujourd'hui, les commissionnaires font le travail, nous on fait le travail, et il y a plein de gens intelligents dans cette salle, et je pense que c'est plutôt maintenant aux chargeurs d'enclencher la seconde et de venir sur les trains pour faire du report modal, parce que de toute façon il n'y aura pas les investissements, il n'y aura pas l'argent, on a tous des idées, on a tous une offre, donc il faut mettre tout ça en commun. Très bien, gain marginal. Continuez à poser vos questions sur la tablette. Et puis je vois Brice Devinois qui hochait de la tête à l'instant sur vos propos. Donc Brice, vous êtes PDG du groupe Eurorail Régiorail. Vous proposez des solutions logistiques ferroviaires, y compris de la traction ferroviaire. Et l'année dernière, vous étiez venu ici nous parler d'un trafic ferroviaire opéré par Danone vers Carrefour, vous vous souvenez? Donc on était dans la grande distribution et qui fait du report modal ferroviaire. Cette année, on va parler de logistique des déchets avec un client qui produit du papier. Alors racontez-nous, c'est Norske Skog. Oui. Pour les Norvégiens ou ceux qui ne connaissent pas la langue norvégienne, ça veut dire notre forêt en norvégien, puisque Norske Skog est une entreprise qui est encore légèrement cotée à la bourse d'Oslo, et donc entreprise norvégienne. Et donc c'est un client du groupe Eurorail depuis une trentaine d'années. C'est un client qui fait beaucoup de ferroviaire pour ses produits finis. Et la nouveauté depuis maintenant 2-3 ans, c'est qu'ils font du ferroviaire aussi pour l'approvisionnement
en vieux papier de leur usine. Voilà, leur Alors, on usine a des étant images, je crois, pour se dans le rendre cœur compte. des Vosges. Ouais, j'ai fait Voilà. un petit diagramme qui vaut de temps en temps mieux qu'un long discours. Et donc, on s'occupe maintenant désormais aussi de la logistique d'approvisionnement des vieux papiers pour cette usine Norsk qui est du côté d'Épinal. Donc, Et j'ai pas donc- précisé, Brice, mais Oui. donc ils font des bobines de papier, de carton, enfin, essaye d'imaginer. Et pour faire Oui. du papier, il faut du vieux papier. Absolument. Et c'est ça qui est superbe désormais. On en reparlera peut-être un peu après avec cette logique d'économie circulaire. Pour faire du nouveau papier, on peut maintenant le faire avec du vieux papier. Et donc, ce vieux papier, il faut donc l'approvisionner pour l'usine. Et depuis 2 ou 3 ans, on a mis en place une solution progressivement, parce que ça a été assez compliqué. Donc les vieux papiers, les collectes de vieux papiers sont faites souvent par les syndicats de communes. Il y en a un petit peu partout. Norske Skog aime bien l'Espagne, donc on remonte du vieux papier d'Espagne par des systèmes de wagons isolés. On l'amène dans notre entrepôt qui est au Boulou. Voilà un petit clin d'œil à mon voisin Olivier. On l'amène dans notre entrepôt au Boulou. Au Boulou, on le passe via notre entrepôt, on le passe sur des wagons conventionnels. Et ensuite, on remonte ça par le système du wagon isolé qu'on a avec des trains de Régiorail. Et on fait exactement le même système de wagon isolé au départ de l'Italie, parce que l'Italie est un gros producteur de vieux papier. Et donc, Norske Skog aussi s'approvisionne en vieux papier de la part en Italie. On a aussi un entrepôt en Italie, pour transborder le vieux papier du camion au wagon. Et ensuite, on le remonte par un système de wagon isolé. Là, pour le coup, Jusqu'à l'usine qui est en vert, jusqu'à là, en haut. l'usine, avec le partenariat précieux qu'on a avec la DB. Et puis, le dernier petit nouveau qu'on a monté en coopération avec le groupe T3M, c'est d'aller chercher du vieux papier dans la région parisienne. Et donc, voilà, avec T3N, donc, qui assume le First Mile, on a monté un train de combiné entre Valenton et directement l'usine Épinal. Et donc, là, pour le coup, comme on n'avait pas d'entrepôt pour transborder, c'est trop compliqué de faire ça en Ile-de-France, on a choisi les caisses. Et donc, on rapporte les caisses à l'usine et donc on décharge tout ça à l'usine. Donc, on offre vraiment le groupe, là, Eurorail, montre l'intégralité de ses savoir-faire dans cette solution qu'on a proposée à Norsk. Et ça va jusqu'au déchargement dans l'usine des caisses mobiles avec le vieux papier que vous pouvez voir et qu'on finit par entreposer correctement chez Norsk. Donc là, il reste une part pour le camion. Est-ce que vous êtes au max de la massification là, sur ces trajets? Alors, on n'est pas encore au max de la massification. Là, ça représente à peu près 100 000 tonnes par an, donc c'est pas rien. C'est à peu près 25% des besoins de l'usine. On a encore des points de progression. Après, il y a un petit peu de capacité, il y a un peu de limitation dans les capacités, notamment pour recevoir dans l'usine. On pense qu'on pourra monter à 30% d'acheminement du vieux papier avec le rail. On disait tout à l'heure avec Valérie que selon les industries, on ne rencontre pas les mêmes difficultés. Là, dans cette industrie, ce qui est compliqué, c'est qu'on est dans le déchet, donc c'est sale. Oui, effectivement, donc c'est pas très propre. Alors, vous avez tout à fait raison dans les difficultés qu'on a eu à surmonter, parce que c'était assez compliqué. La première, c'est forcément comme vous dites, de gérer les balles de papier, de vieux papier, parce que vous voyez dans la photo que c'est assez hétérogène comme produit. Le vieux papier en Espagne n'est pas le même que le vieux papier de Toulouse, qui n'est pas le même que le vieux papier de Parme. Donc il faut s'habituer aux formes, au cerclage, etc., à la taille des confettis. Donc c'est assez compliqué à manipuler. Les difficultés, c'est aussi de coordonner tous les acteurs de cet écosystème. Il y a les centres de collecte qui ont certaines habitudes, qui travaillent un petit peu en dents de scie. Il y a l'usine aussi qui a ses propres difficultés, qui fait varier ses approvisionnements. Et donc au milieu, il y a l'opérateur, il y a le ferroviaire qui lui aussi doit s'adapter à cette flexibilité. Et donc ça a été assez compliqué. On a mis à peu près 2 ans à 3 ans pour être à ces 100 000 tonnes par an. Et puis la dernière difficulté, bien évidemment, elle est toujours économique, puisqu'il faut quand même... avant, ça coûte plus cher ou pas? Voilà, ça coûte. Alors, ça coûte plus cher grâce à différents systèmes d'aide et de subventions. On arrive à contenir l'écart de prix entre le route total et le rail route. Donc s'il y a eu un gain de CO2, là, ils ont réussi à peut-être avoir qu'il y a eu des aides d'État qui ont été mobilisées.
Absolument. Il y a des aides d'État et je pense que s'il n'y avait pas eu ces aides d'État, probablement que la solution n'aurait pas pris cette ampleur-là. Les aides d'État, c'est soit les aides aux wagons isolés d'un côté, soit les aides Remove que le client est allé chercher et a su collecter, notamment sur les caisses et pour la solution de train de combiné. Sans ces aides-là, probablement que le projet ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Pardon. Et le transit time, là, on est OK? Alors le transit time, il est tout à fait satisfaisant et acceptable pour le client. Voilà, on a une échelle de transit time qui varie entre 3 jours et 8 jours, qui est relativement bien maîtrisée. Alors par le train direct ou par le système de wagons isolés. Voilà, c'est quelque chose qui contente le client, mais que nos équipes sont obligées de suivre comme le lait sur le feu, parce que forcément, avec cette trilogie d'acteurs, eh bien, c'est pas toujours simple de fabriquer ce transit time inférieur à 8 jours, qui est tout de même le seuil au-delà duquel, pour l'usine, c'est difficile. Très bien. En tout cas, c'est un bel exemple. On peut aussi souligner en commentaire pour terminer que vous parliez d'économie circulaire. En même temps qu'on recycle le papier, on fait de l'énergie en plus. On fabrique de l'énergie. Alors tout ça, c'est Norske Skog qu'il faut mettre en valeur, parce que c'est quand même un industriel qui est un éco-moderniste, si je puis dire, dans ce courant écologique. C'est une écologie qui est positive, qui est tournée vers la croissance. Ils ont ce magnifique projet de transformer leur usine qui faisait plutôt du papier de presse en papier carton. Ils ont lourdement investi et donc ils sont toujours à la recherche de gains de CO2. Donc bien sûr, le vieux papier qui devient du nouveau papier avec cette écologie circulaire. Le train qui représente à peu près 30% de leur acheminement et ça fait partie vraiment de leur blueprint. Et puis, comme vous le disiez, enfin, dans la production, la production du papier, c'est quelque chose qui est chimique, qui recourt, et donc ça produit de la chaleur, et cette chaleur est transformée par tout un tas de systèmes chez Norske Skog en électricité, qui peuvent revendre à l'écosystème industriel qui est juste à côté de l'usine. Donc ils ont fait un travail remarquable sur les 10 dernières années pour avoir une industrie extrêmement vertueuse. Très bien. Bravo pour cet exemple. Merci à vous, Brice. Xavier Breffeil, vous êtes aussi un habitué de cette table ronde. Deuxième fois. Vous êtes directeur des achats du groupe Basalt, le premier indépendant français carrier producteur de granulats. Et vous êtes également membre de l'UNPG, l'Union nationale des producteurs de granulats. Donc c'est à ce titre-là que vous siégez au sein d'Objectif OFP pour l'UNPG. Donc l'année dernière, on avait évoqué ici le développement du transport de granulats par container qui a pris une bonne ampleur chez vous, et à tel point que ça s'est tellement bien développé que vous avez été obligé de mener des travaux, de peut-être remettre en état la plateforme combinée. C'est ça que vous allez nous raconter. Et pendant ce temps, on va projeter la vidéo sans le son qu'on avait déjà montré l'année dernière, mais qui vous remet à jour un peu sur le système dont on parle. Qu'est-ce qui a évolué alors ? Alors simplement, en quelques chiffres, en fait, on est sur 1 200 000 tonnes transportées par an. La particularité de ce transport combiné et que j'ai eu l'occasion de présenter l'année dernière, c'est notamment le fait de le faire fonctionner en double fret, c'est-à-dire qu'on amène nos matériaux en région parisienne et on ramène des terres de déblais, entre autres du Grand Paris. Toujours en termes de chiffres, aujourd'hui, on a 4 plateformes, dont 3 qui sont en région parisienne. On en a sur Bonneuil, on en a sur Trappes, on est sur Gennevilliers également, et on en a une sur Le Mans. Et donc ce trafic part essentiellement donc, de la carrière de Voutray, en Mayenne, et sur un lieu finalement où il y a assez peu de solutions de transport combiné aujourd'hui. Voilà. Et on l'offre également à des clients externes. Voilà, simplement, les quelques chiffres que je pouvais donner, on fait partir, au total c'est 8 trains par jour qui circulent. Et là vous avez créé 2 voies supplémentaires. Donc voilà, donc devant en tout cas le développement, on a fait des travaux assez importants où on a développé en fait une plateforme de transport combiné qu'on peut voir, qu'on a aménagé avec à la fois aussi bien au niveau des voies, pour avoir des voies un peu plus longues et puis en bon état, et puis également
à la fois du béton aussi pour sécuriser la zone, des travaux d'éclairage. Et voilà. Donc, Ce sont des travaux de quel coût, on peut le dire? alors oui, bien sûr, donc c'est des travaux qui sont supérieurs à 2 millions d'euros. On doit être sur 2 200 000 euros, mémoire. Et, Avec des aides qui ont été sollicitées, peut-être? avec que vous avez des obtenu. aides, exactement. Donc il y a des aides européennes qui sont pilotées à la fois par l'État et par la région et qui financent, et en tout cas qui ont financé 50% du coût des travaux. Donc c'est quand même des financements et des subventions très importantes pour pouvoir réaliser ce développement. Ouais. Quelle est la suite pour vous sur ce trafic, sur Voutré et autour? Alors, en termes de développement, c'est vrai qu'on a le souhait de se développer encore vers l'ouest. C'est pas simple, c'est-à-dire qu'on essaye notamment, par exemple, d'aller sur Nantes. On a bon espoir que ça aboutisse, mais ça fait quand même 3 ans qu'on est sur le sujet. C'est-à-dire qu'on a démarré en même temps, par exemple, que le site qu'on peut avoir sur Bonneuil. Sur Bonneuil, ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'on tourne. Et sur une ville comme Nantes, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Alors, il y avait un autre exemple qu'on voulait évoquer. Vous avez fait des travaux autour du chargement-déchargement dans le sud-ouest ou en Normandie, par exemple, pour d'autres carrières qui étaient emblématiques peut-être de ce que vous réalisez en ce moment? Alors oui, c'est-à-dire qu'on a, alors sur le sud-ouest, on est sur le même type de concept, c'est-à-dire de pouvoir transporter les matériaux par conteneur et de pouvoir ramener donc des déblais en carrière, parce que c'est vrai que le principe d'une carrière, c'est de pouvoir emblayer la carrière. En Normandie, c'était une friche industrielle qu'on a pu réaménager et qui est vraiment en bordure d'eau, c'est-à-dire qu'on fait du trimodal, on a à la fois du train, du camion et du fluvial. Sur le système de déchargement, on a un système innovant en fait, de déchargement qui permet de décharger automatiquement les trains via une bande transporteuse en fait, qui alimente aussi bien des stocks, mais qui peut alimenter directement une barge pour partir ou du côté de Rouen ou en région parisienne. Et donc dans le cadre de ces projets dont je parle, alors les projets qui sont notamment pour la Normandie qui est abouti, on a sollicité les aides Remove. Alors on va en parler cet après-midi, je pense qu'on en parlera plus longuement. Hein, oui, donc là, ça rentre dans les critères Remove. Mais précédent, c'était plutôt les critères européens. Tout à fait. Et là, dans le cadre de Remove, pour donner aussi un ordre d'idée, on est sur des travaux, en tout cas des travaux financement. Dedans, on compte aussi chef de projet, on compte dedans sont comptés également les frais de transport, en fait. Et Remove accompagne là-dessus. Et pour un montant qui était supérieur à 3 millions d'euros, c'est environ 300 000 euros de subventions qui permettent d'être accompagnés, pour donner un ordre de grandeur. Là, ce qu'on trouvait intéressant ce matin, c'était de vous montrer des exemples et de voir aussi comment ces acteurs s'y sont pris pour aller jusqu'au bout de leurs ambitions. Vous avez décidé là de faire appel à un consultant externe qui vous a aidé pour aller chercher telle ou telle aide. Vous vouliez en dire 2 mots? De manière générale, c'est vrai qu'il existe quand même énormément de subventions. Alors, on est présent également au GNTC, on est présent à l'AUTF, on est présent à l'UNPG, donc c'est aussi des lieux sur lesquels ces sujets sont évoqués. Mais en termes de temps, enfin pour monter un dossier de subvention, pour ceux qui l'ont déjà fait, en soi, c'est pas forcément extrêmement compliqué, mais par contre, ça prend souvent du temps, il y a beaucoup d'allers-retours. Donc, enfin voilà, c'est simplement et sans faire de pub, mais c'est vrai qu'on est passé par un cabinet qui s'appelle ABF Décision et qui en fait nous a accompagnés pour monter ces dossiers de subvention. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, évidemment, sur le succès de l'obtention de la subvention, évidemment, on rémunère le cabinet, et d'ailleurs, il se rémunère au succès. C'est-à-dire que si la subvention n'est pas accordée, ils l'ont pas. Mais par contre, c'est au moins l'assurance de dire on a fait les choses bien, on a fait les choses et on a cette subvention, oui. on obtient cette subvention. Voilà. C'est pas toujours aussi simple. Oui, c'est une bonne pratique, en tout cas, qu'on peut partager. Et alors, je voudrais dire 2 mots aussi de l'UNPG, puisqu'on a parlé tout à l'heure. Vous avez donc une commission transport et logistique à l'UNPG. Et une des actualités, c'est l'interdiction du passage des poids lourds sur certaines régions, qui là, selon vous, là, on va vraiment à l'encontre de la complémentarité des modes. Vous œuvrez de quelle manière ? Complètement, c'est vrai qu'on en a parlé, mais c'est vrai que ça paraît assez dingue. Mais je pense notamment en Loire-Atlantique, donc autour de Nantes, où on cherche à s'implanter. Aujourd'hui, il n'y a pas de terminal ferroviaire en fait, en tant que tel, qui existe sur Nantes. Donc si on veut aller sur Nantes pour faire du ferroviaire, c'est quand même assez compliqué. Où ça, vous avez dit ? Sur Nantes. Sur Nantes, sur oui. Nantes. Encore une fois, mais si on a quand même bon espoir pour que ça aboutisse. Et parallèlement à ça, le département met des interdictions de circulation de camions un petit peu partout qui pourraient permettre de faire ce dernier kilomètre. Donc c'est
Ça paraît assez, assez dingue, mais donc voilà. Donc la difficulté, c'est d'arriver à faire comprendre que les deux vont de pair, quoi. Voilà, et qu'on est obligé on peut pas faire de train si on n'a pas le camion au bout, quoi. Voilà. Et il y a parfois des endroits où, de fait, on ne peut pas aller en ferroviaire. Enfin voilà, il n'y a pas des voies ferrées partout. Et vous avez beaucoup de carrières qui sont embranchées ferroviaires, mais qui n'en font pas pour autant, pour un certain nombre de raisons. Alors c'est vrai qu'en France, on compte entre 2000 et 2500 carrières. Sur ces 2500, il y en a uniquement une cinquantaine, pas plus, qui sont embranchées ferroviaires. Et sur ces 50, il y en a tout juste la moitié qui font du ferroviaire. Je pense qu'actuellement, c'est même un peu moins que 20 carrières. Qu'est-ce qui leur manque alors pour... Aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est que nous, on le voit bien. Par exemple, alors je ne sais pas si Mathieu Chabanel, si vous nous regardez, concrètement, on a de vraies difficultés au niveau des travaux. C'est-à-dire que c'est évidemment une bonne chose pour le réseau parce qu'on rénove le réseau et il faut le faire. Mais typiquement, nous, pour l'année 2026, on a 40 jours dans l'année où on ne peut pas circuler, en fait. Donc pendant ces 40 jours, vous faites le compte, hein, ça veut dire c'est 160 trains qui ne seront pas sur les voies, c'est 250 000 tonnes qu'on ne peut pas acheminer. Et donc ça, c'est vrai que c'est quand même un vrai sujet, quoi. Donc on a ce sujet-là, on a quand même un sujet aussi au niveau du foncier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut faire du ferroviaire, c'est quand même assez compliqué de dire il faut évidemment du ferroviaire au départ, mais il faut aussi du ferroviaire à l'arrivée, ou en tout cas à proximité. Et aujourd'hui, on a quand même de grosses difficultés à trouver du foncier. Nous, les plateformes sur lesquelles on est positionné, on se positionne sur 5 ans. Pour un industriel comme un Carrier, 5 ans, c'est rien en fait. Nous, on aurait besoin d'une vision beaucoup plus longue. Aujourd'hui, des appels à manifestation d'intérêt des AMI à 5 ans, c'est beaucoup trop court. Donc c'est vrai que ça fait partie des difficultés qu'on peut avoir. Voilà. Oui, donc ces carrières vont attendre que ça bouge sur le foncier et que certains travaux soient faits. Mais bon, j'ai envie de dire, si on attend que tous les travaux soient faits, on ne s'en sort pas. C'est pas évident, c'est pas un long fleuve tranquille, mais il faut s'assurer qu'en tout cas les lignes sur lesquelles on souhaite pouvoir faire du trafic, qu'on n'ait pas de travaux dans les années qui viennent et qu'on ait la possibilité à l'arrivée de trouver du foncier, effectivement. Ouais, en tout cas, vous avez les chiffres, donc c'est très pragmatique. Vous avez une question pour tout à l'heure, Mathieu Chabanel. Merci Xavier Breffeil. Et on va enchaîner avec vous, Valentina Miniva, bienvenue. Merci. Donc vous êtes la directrice commerciale de Forwardis, une filiale de Rail Logistique Europe également, commissionnaire de transport à prédominance mobilité douce, ferroviaire, fluviale, multimodale. Et aujourd'hui, vous nous parlez de Crystal Union, on est dans le sucre cette fois-ci. Un trajet du nord au centre de la France qui se fait par le rail et pour lequel vous avez été obligé de mettre aussi en place un certain nombre de travaux. Alors racontez-nous un peu la belle histoire de Crystal Union avec vous. Merci Émilie. Effectivement, nous avons plusieurs exemples concrets de report modal. Donc aujourd'hui, je souhaite vous parler du partenariat que nous avons avec Crystal Union et Crystalco. Nous avons travaillé avec Crystal Union pour augmenter les volumes des produits transportés entre la sucrerie de Céleri, dans la Marne, vers La Ferté. Donc effectivement, il s'agit de transport multimodal que notre client nous a demandé aussi de travailler grâce à la plateforme embranchée du transporteur Groupe LaSalle. Donc ce dernier assure la manutention, nettoyage des conteneurs et les derniers kilomètres. Et Forwardis assure le transport ferroviaire, les wagons et également les conteneurs. Voilà, donc pour ce projet, nous avons étudié et financé des nouveaux conteneurs pressurisés qui seront partiellement financés par le dispositif des C2E. C'est quoi? Vous pouvez expliquer en 2 mots? En fait, le client, ce sont des conteneurs spécifiques donc, qui permettront à notre client de fournir du sucre à plus de clients finaux. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a une partie de transport qui se fait par la route et une partie par le multimodal. Et demain, cette solution des conteneurs pulvérulents permettra d'augmenter la part du multimodal chez les clients finaux. Donc, concrètement, à moyen terme, le client envisage une augmentation de 20% de volume.
Voilà. Et donc déjà actuellement, la solution multimodale permet à Cristal Union de réduire son empreinte de CO2 de 760 000 tonnes par an, comparé à une solution autoroute. Voilà. Et Donc dans ils ont pu cocher aussi la case des aides. Tout à fait, tout à fait. Alors sur la partie C2E, donc c'est Forwardis qui a travaillé et qui a monté en partenariat avec un obligé en direct une solution, enfin le financement de projets transport. Très bien. Alors il y a un autre exemple qui vous parle sûrement dans la salle. Vous vouliez citer, Valentina, la reprise du trafic après l'éboulement à Modane. Ça avait contraint un grand nombre de transporteurs à reporter le train vers le camion pendant combien de mois? Pendant un certain nombre de mois, c'est ça? Tout à fait, 18 mois. 18 mois. La 18 fermeture mois. de Modane, 18 mois. Et la reprise, ça a été le fruit d'efforts à nouveau dans une remise en route. Comment ça s'est passé? Bon, c'est un exemple qui me tient beaucoup à cœur parce que Modane est un axe, enfin France-Italie est un axe historique et il y a énormément de volumes qui circulent entre les deux pays. La fermeture de Modane a beaucoup perturbé le transport, notamment dans le céréal. Forwardis et travaille énormément pour les coopératifs et aussi pour fournir les céréales en Italie. Donc pendant les 18 mois, nous avons dû arrêter et donc les flux. D'après nos estimations, il y a à peu près la moitié des flux qui ont basculé en route. Et donc l'ouverture de Modane, comme vous vous rappelez, était un petit peu graduée. Effectivement, on attendait vraiment être sûr pour pouvoir reprendre les flux. Et en espace de 2 mois, nous avons pu remettre les flux en place de manière pareil graduée. Et heureusement, grâce à une bonne récolte de cette année, qui est à la fois bonne en qualité et en quantité, les flux sont maintenant de retour pour de bon, j'espère. Et donc, par exemple, là, sur le mois de janvier, on prévoit de passer à 3 rotations régulières, voire augmenter. On cherche également à augmenter cette quantité. Voilà. Donc là, oui, c'est pas gagné quand on revient en arrière comme ça. Quand on n'est pas sûr que l'équilibre entre le fer et la route se refasse dans l'autre sens. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Alors, j'espère déjà que Modane ne refermera pas et que les travaux été faits de manière à pérenniser les circulations via Modane. Nous avons maintenu les contacts avec les entreprises ferroviaires à la fois, les wagonniers, puisqu'il faut aussi avoir des wagons pour pouvoir transporter sa marchandise, et les clients pour qu'ils puissent être, qu'on puisse les reconvaincre à revenir au ferroviaire dès l'ouverture de Modane. Donc ça, c'était un gros point. Et puis, retravailler le concept pertinent et efficace financièrement, puisque les flux céréaliers français sont en concurrence avec les flux céréaliers au départ de Pecco vers l'Italie. Donc, il faut travailler sur la productivité, y compris le transport ferroviaire. Alors, je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées sur la tablette, mais qui sont plutôt peut-être des questions sur la table ronde précédente, sur la directive européenne. Est-ce que vous avez des questions pour nos orateurs sur leurs exemples concrets, sur leur stratégie d'offre? Est-ce que vous avez des questions ou des remarques entre vous, qui sont très discrets dans la salle là, et en ligne? Un rebond peut-être les uns les autres sur Modane, par exemple. Il s'est passé quoi dans vos entreprises? Alors, c'est vrai que Modane, on voit que les trafics reprennent doucement. Nous, on a la chance de pouvoir avoir une coopération avec le groupe T3M pour reprendre des circulations. Mais on avait des trafics avant la fermeture qui n'ont pas repris, des trafics de gaz, qui ont choisi d'autres routines ou qui sont passés définitivement à la route. Je pense que sur Modane, la chance de Modane aussi actuellement, c'est peut-être la fermeture du tunnel du Mont-Blanc, qui va aussi normalement permettre de rééquilibrer, de remettre sur le rail des flux qui de toutes les façons vont avoir du mal à passer par la route. Donc là, il y a probablement une fenêtre intéressante pour que cette ligne retrouve tout son attrait. Mais effectivement, c'est un corridor très important pour nous tous, donc ça serait bien qu'il retrouve ses couleurs. Des commentaires autres, messieurs, ou des questions entre vous? Vous n'avez pas envie de papoter, là?
Ah, il y a une question dans la salle à main levée. S'il y a quelqu'un qui a un micro, levez la main, monsieur, s'il vous plaît, pour qu'on vous voit. On va vous apporter un micro pour que vous puissiez vous présenter, sinon on ne vous entendra pas en visio. Suspense, mais on... Attendez, le micro arrive, merci. Et merci de vous présenter dans un premier temps. Merci. Bonjour, Bruno Ménien du CEREMA. Je me demandais si les clients là, que vous avez retrouvés, c'était les mêmes clients, enfin retrouvés partiellement. Est-ce que c'est les mêmes clients qu'avant ou est-ce que c'est d'autres clients finalement et vous avez perdu certains de manière irrémédiable? Valentina, les mêmes clients ou des clients nouveaux ou différents? Mêmes clients et des nouveaux clients qui sont intéressés par le concept dorénavant optimisé de navette vers via Modane, tout à fait. Alors j'ai une question ici. Est-ce qu'une stratégie de réouverture de petites lignes via des anciennes ITE en friche industrielle peut vous sembler intéressante comme stratégie ou pas? C'est clair que c'est un point clé. La grosse difficulté, c'est le coût que ça peut avoir et le délai. C'est-à-dire que souvent, quand vous vous adressez, et c'est un ancien de la SNCF qui vous le dit, mais quand vous vous adressez à SNCF Réseau pour dire « je souhaite réhabiliter, par exemple, cette ITE », on va vous expliquer qu'il va falloir plusieurs années, sans vous donner le nombre d'années, et plusieurs millions d'euros. Donc c'est évident que c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Mais je pense qu'on pourra entendre la SNCF sur le sujet. Olivier Depré. À ça, on peut ajouter aussi ces ITE désaffectées, elles sont souvent présentes sur des lignes qui sont elles-mêmes plus ou pas circulées, ou très peu circulées, pardon. Et il y a l'équation économique, forcément, de la maintenance de l'infrastructure, de la recette d'SNCF Réseau sur cette ligne à faible trafic. Et donc, c'est toujours une équation très, très compliquée. De réouvrir une ITE, de faire circuler des trains sur des lignes où il y a très peu de passages et donc forcément très peu de recettes. Et donc je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur la question de qu'est-ce que les commissionnaires peuvent faire de plus. Enfin, je pense qu'on a démontré là tous les quatre qu'il n'y avait pas grand-chose à faire de plus. On a les solutions, on a les idées, et que dès qu'on arrive dans des sujets comme réouvrir une ITE, réouvrir une ligne, on est sur des sujets de temps long qui coûtent des millions d'euros avec finalement un résultat assez aléatoire parce que combien de trains vont circuler sur cette ligne dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. On peut comprendre SNCF Réseau qui va se dire moi je vais investir, mais qu'est-ce qui me garantit que sur le très long terme, alors sauf s'il y a une usine qui se crée, etc., des emplois. Mais pour quels bénéfices et usages concrets? Xavier Breffey. Oui, c'était simplement pour dire que c'est important aussi d'utiliser l'existant. Moi, je me bats aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la carrière de Voutré, on a pu monter ça. Ça fait juste 150 ans qu'il y a des trains qui circulent. Les premiers trains, ils ont circulé pour acheminer des pavés pour le baron Haussmann sur Paris. Et donc, c'est fort finalement de choses qui existent déjà. Donc, si déjà on arrive à bien utiliser l'existant, on sera déjà pas mal. Mais bon. Une autre question dans la salle, une petite dernière? Non? Non, vous inquiétez pas, on est à l'heure. Hein. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous les quatre. Valentina Meniva, Olivier Depré, Brice Devinois, Xavier Breffey. Vous pouvez les applaudir. Merci. Et alors, on va passer à l'écotrain. Pour parler de l'écotrain, qui est une navette autonome pour le fret et pour les voyageurs, je vais accueillir Philippe Bourguignon sous vos applaudissements et on va regarder une vidéo en même temps. Bonjour Philippe, bienvenue. Installez-vous. Alors, on va lancer la vidéo et on en parle après. Bravo, on peut applaudir déjà ces images qui donnent envie. On a aperçu des images de l'Élysée, là, il y a quelques jours.
Donc vous sortez de l'ombre, Philippe Bourguignon, après plusieurs années à plancher sur l'éco-train que vous nous présentez aujourd'hui. Alors je rappelle que pour votre bio, vous avez été cadre chez EDF GDF, puis à la direction de la recherche chez Engie, donc vous avez un parcours différent industriel. Et en 2018, vous avez commencé à travailler sur le train autonome. De 2018 jusqu'au 15 novembre dernier, il s'est passé pas mal de choses, mais en tout cas, le 15 et 16 novembre dernier, vous présentiez cet éco-train à l'Élysée, rien que ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il y avait plein d'étapes. Oui, tout à fait. Alors, l'éco-train que vous avez vu là, il est fabriqué par Socofer à Saint-Pierre-des-Corps. Et cette étape-là, en fait, cette idée-là, en fait, elle est venue du constat suivant, c'est que souvent on a des réponses compliquées à des questions simples. Et je m'étais interrogé à l'époque, j'étais à la direction de la recherche chez Engie, de tous ces modèles que je trouvais assez complexes. Alors, à l'époque, on parlait beaucoup d'hydrogène, par exemple. Hein. On parlait aussi de navettes routières. On parlait même de mettre de l'asphalte sur les voies ferrées pour y faire passer des bus autonomes. Alors que on vient de fêter cette année le 50e anniversaire de la première navette routière automatique. Et donc il me semblait plus naturel de passer d'une navette ferroviaire automatique à une navette ferroviaire autonome en milieu ouvert. Ça me paraissait plus rapide, plus simple que de passer d'un bus avec conducteur à un bus autonome. Voilà. Donc c'est une vision de... Voilà, j'étais à l'époque à la direction de la recherche, je n'étais pas dans le monde de la mobilité. Là, c'était chez Engie, c'est ça? Chez Engie, oui. Mais les bureaux d'Engie sont à côté de ceux de la SNCF à l'époque. Donc voilà, je m'interrogeais pourquoi cherchons systématiquement des solutions simples, des solutions dont on sentait aussi qu'en termes de souveraineté, il n'est pas du tout certain qu'aujourd'hui, les voitures autonomes de demain, les bus autonomes de demain soient des bus fabriqués en France. Hein. Voilà, donc cette réflexion sur la souveraineté, réflexion sur la simplicité, qui est allée à la rencontre avec le patron de Socofer, que j'ai appelé au tout début du projet. Enfin, donc là, on est en quelle année? On est en 2019. J'avais déjà maturé, tout ce que vous voyez là, ça avait été maturé dans les 6 premiers mois. C'était beaucoup amélioré avec les partenaires ensuite. Et c'est la rencontre avec Socofer qui fait que le projet prend corps, quoi. Voilà, on a senti qu'on était sur la même longueur d'onde en termes de nécessité de faire simple, frugal, quand il n'y avait pas de nécessité de faire compliqué. D'accord. Voilà. Et donc au départ, vous êtes sur l'idée d'une navette voyageur, et finalement, ça devient une navette voyageur et fret. C'est ça ? C'est très vite arrivé. Au bout de quelques mois, je me suis dit... Voyageurs seuls, ligne des dessertes fines, désertées, il n'y aura pas de modèle économique. Voilà. C'était un peu comme un TER? Voilà, c'est une espèce de TER, mais sans modèle économique. Donc ça ne suffit pas. Donc il fallait amener un modèle économique. Et pour le modèle économique de ces lignes de dessertes fines, alors je précise que ce n'est pas les lignes françaises auxquelles je pense, hein, parce que le problème est le même en Europe. Il y a eu 200 000 kilomètres qui ne sont plus utilisés aujourd'hui en Europe. Et en France, il y a beaucoup de kilomètres de lignes qui sont non utilisés, mais qui sont quand même des emprises fantastiques. Hein. On les a évoquées juste avant. Et en fait, pour qu'on trouve un modèle économique, il faut utiliser les voies. L'idée d'avoir 10 trains par jour, on l'a dit tout à l'heure, j'ai entendu tout à l'heure, évidemment, ça n'amène aucun péage à SNCF, et personne n'a envie de payer pour ça. Donc il ne faut pas 10 trains voyageurs par jour, il faut plutôt 70 trains par jour. On voit que le cadencement n'est pas tout à fait le même. Mais ça ne suffit pas non plus. Mais quelque chose de beaucoup plus léger. Ça ne suffit pas. Le voyageur, c'est 8 centimes le kilomètre, hein, en région Occitanie, par exemple. Donc, il faut beaucoup plus que ça. Et le plus, c'est tout simple, mais ce n'est pas naturel non plus. Le plus, c'est tout simplement le fret. Et ce fret-là, évidemment, c'est contre-intuitif, parce que je présume que les partenaires qui sont à la salle savent que le fret de longue distance est malheureusement assez mal rémunéré, puisque le camion est quand même très compétitif. Et donc, je me suis d'abord intéressé, et ce que nous allons voir là, c'est le fret courte distance. D'accord. Donc on va essayer d'imaginer... alors est-ce que vous voulez qu'on regarde cette diapo qui est un peu chargée? Il y a une diapo avec du texte, avec un schéma. Qu'est-ce qu'il faut retenir là, de ce que vous avez voulu nous dire là, en quelques mots? Alors déjà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un game changer, on va dire, c'est la loi LOM de 2019. Oui. Cette loi permet de transférer aux régions un certain nombre de LDFT, enfin celles qu'elles souhaitent récupérer. Donc ça, c'est un élément important. LDFT, les acronymes, j'aime pas trop. Pardon, les lignes de desserte fine du territoire. Voilà, je jargonne maintenant.
je deviens presque du métier. Alors, c'est un élément très important parce qu'en fait, on sait très bien, je crois que Madame Borne disait il y a un peu plus de presque 2 ans qu'il fallait remettre 100 milliards sur le réseau structurant. Mais on voit bien que 100 milliards sur le réseau structurant, ça ne compte pas justement toutes ces petites lignes désaffectées. Ça ne compte même pas les lignes qu'on imaginait supprimer. Donc ça veut dire qu'il faut d'autres mécanismes de financement et que pour trouver des mécanismes de financement, la meilleure solution d'abord, c'est d'amener des recettes. Voilà, moi, je suis un industriel et j'ai passé ma vie dans l'industrie électrique et gazière, certes, mais les problèmes sont les mêmes. Donc, cette loi LOM, elle d'avoir une offre qui change vraiment la règle du jeu. Elle change la règle du jeu parce qu'elle permet aux régions de reprendre la main et accessoirement, mais c'est vraiment déterminant sur le sujet, elle permet aussi de changer de système réglementaire. On passe en réglementation STRMTG, c'est-à-dire réglementation, on va dire, tramway, alors qu'on était avant dans une réglementation RFN qui est beaucoup plus contraignante, en particulier au niveau des passages à niveau. Ok. Alors, essayons de nous concentrer sur la navette en elle-même. Je crois qu'on a une image juste après. On va essayer de visualiser votre navette en pratique. Donc, on peut la comparer à un TER en termes d'usage pour les voyageurs, sauf que donc, sur la même ligne, vous avez des navettes remplies de voyageurs et des navettes remplies de marchandises. Comment ça s'alterne? C'est quoi le rythme? En pratique, ça marche comment? Il y a du déchargement, chargement? La navette que vous avez vue à droite sur le schéma, c'est en fait une image de synthèse, soyons très clairs, qui est faite à partir de la navette voyageur. Mais le cœur du sujet, c'est d'avoir exactement la même base, le même châssis, avec suspension pneumatique pour les deux, de manière à avoir aussi une correction d'assiette. Et c'est un châssis qui permet... Alors, c'est effectivement... Là, on a cette image. Là vous avez la machine voyageur. En fait, la modification qu'on va faire, c'est simplement de mettre des portes coulissantes pour pouvoir transporter des frettes. Et on va avoir exactement la même dynamique, la même cinématique pour les deux, et exactement le même système d'automatisation. D'accord. Le point clé, peut-être le point clé, c'est vraiment l'automatisation. Quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet, je me suis rendu compte que, par exemple, une société comme Amazon, qui n'est pas c'est pas ma référence absolue ni mon maître, hein, mais ils ont fait un gain de productivité, ils ont amélioré la productivité du rapport 1 à 25. 1 à 25 en 20 ans. En faisant quoi? En automatisant tout leur process. Voilà. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'autre alternative, de mon point de vue, et je peux me tromper, hein, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre alternative que d'automatiser les process relatifs aux fret, et que tant qu'on va rester sur des process de transbordement en particulier trop longs, et ça c'est un des points clés, hein, c'est le temps de transbordement du fret, tant qu'on est sur des process qui dépassent les 30 secondes, on est sur un modèle qui est ancien. Donc là, on a un schéma qui nous explique chargement, déchargement, racontez-nous. Ça, c'est un avant-projet qu'on a dans le sud. Alors là, c'est assez amusant parce qu'en fait, c'est un endroit où le site est tellement compliqué d'accès avec des camions qu'on est en train de se dire, les 4 derniers kilomètres, on va les faire en train. Alors expliquez-nous, là, on a un point vert avec la zone de stockage, on a un point rose. Ce que vous voyez en rouge, c'est la zone de chargement pour le fret camion, en fait, hein, c'est un hangar. On arrive à un quai de chargement. Alors le chargement se fait à peu près une 30 minutes, il est manuel. Hein. On stocke ensuite nos palettes. Oui. Et ensuite, ces palettes, on le reprend sur le petit rectangle violet que vous voyez, qui lui, le stock de chargement, de transbordement automatique vers le microfret. Ce transbordement, le microfret, on l'a vu tout à l'heure, c'est un engin qui fait 12 mètres de long, qui va porter 16 palettes. D'accord. Et le transbordement doit s'effectuer dans le pire des cas en 30 secondes. Dans le pire des cas. C'est lié essentiellement à la masse de la palette et au mode de convoyage qu'on a utilisé. Et là, par exemple, si on parle de ces palettes sur cette navette, c'est quel type de marchandises, c'est quel type de marché que vous visez? Pardon? Quel type de marchandises, quel type de marché vous visez? Alors, on vise tout ce qui est palettisable. La palette, c'est 80% du fret, je crois, en France. Hein. Donc, tout ce qui est palettisable est éligible à ce mode-là. Alors, comme on pense qu'il faut pas, il faut penser le grand et loin, mais faire petit tout de suite. Oui. Là, on est sur ce qu'on appelle un microfret. C'est courte distance. Le microfret, on est sur des distances maximum de 70 km. On va travailler sur les ports, on va travailler sur les centres-villes, par exemple. Pénétrer un centre-ville avec un système microfret, c'est la promesse de transporter très rapidement des palettes en centre-ville, parce qu'en général, il y a des gares. En général, il y a des zones de triage qui sont non utilisées. Et ces zones de triage peuvent devenir des zones de stockage. Voilà.
Et de transbordement, bien sûr. Donc, ce que vous voyez là à gauche, c'est la situation actuelle, sans laquelle l'essentiel de la messagerie en France, 99%, c'est du transport poids lourd, avec éventuellement du combiné. Et à la fin, vous avez des petits transporteurs. Et puis, à la fin du fin, vous avez même aujourd'hui le vélo cargo. Ce que vous voyez complètement à droite, c'est différent. Alors, c'est pas du tout ce qu'on fabrique aujourd'hui, hein, soyons clairs. Mais de mon point de vue, si on veut vraiment automatiser, c'est-à-dire transformer finalement la France en une immense plateforme Amazon, hein, c'est-à-dire en fait automatiser les transferts, il faut imaginer des systèmes de messagerie beaucoup plus longs, c'est-à-dire sur le même modèle de transbordement automatisé que le microfret, mais avec des trains de 750 mètres, de manière à transporter ces messages et les déposer à mesure qu'on arrive dans les différentes gares. C'est pas démarré, hein, ça c'est pas démarré. C'est la projection 2050. Voilà, je pense que si on imagine un futur en 2050 avec ce type de machine, aujourd'hui il faut imaginer que le parc des poids lourds, c'est environ la valeur du parc des poids lourds en France, hein, 45 milliards d'euros à peu près. Okay. Si on veut les électrifier, multiplié par 1,5, il y a la valeur à peu près marchande d'un parc. Et le temps d'électrification est très long. Les batteries consommées, c'est 120 gigawattheures de batteries pour électrifier ce parc. Donc on voit qu'on est dans des choses qui sont extrêmement inaccessibles, de mon point de vue. Et vous ne serez pas sur les voies de la SNCF? Alors, bien évidemment, expliquez-nous l'équation du coup. On va les emprunter dès qu'on peut. Mais le point de départ, c'est de partir sur des dessertes fines. Et là, c'est de régénérer ces dessertes avec un modèle dans lequel on introduit fret et voyageurs, de manière à financer ces lignes-là. Et ensuite, bien évidemment, transborder les palettes pour les faire remonter par du transport long. Alors, vous avez une question. Est-ce que ce projet cible déjà des petites lignes? Et ce train autonome est-il électrique, hybride? Vous avez répondu. Alors, on a déjà beaucoup de prospects. En France, certes, mais on a aussi beaucoup de prospects en Belgique, aujourd'hui en Pologne, Congo, Brésil, Canada, et oui, c'est déjà bien. Voilà, pour le début. Des questions dans la salle pour Philippe Bourguignon? Peut-être, oui, dans le public, là, vous pourriez avoir... vous recherchez donc des clients, des partenaires. Et quoi la prochaine étape? Alors, aujourd'hui, on est en phase d'industrialisation du modèle. Hein. La machine que vous avez vue là, est en train de faire des tests depuis quelques mois dans les locaux de Socofer et à l'extérieur. Au mois de janvier, on va faire les tests de montée en vitesse. Les tests d'autonomie ont déjà démarré. Donc ça, c'est la version voyageur. Pour passer la version fret, c'est assez simple. Hein. Le surcoût est assez modéré. Ce qu'on cherche très clairement aujourd'hui, c'est des chargeurs, c'est des transporteurs ferroviaires qui pourraient penser que ce modèle leur permet de déplacer un petit peu le curseur et d'aller vers la messagerie pour un sujet qui a été totalement abandonné depuis 20 ans, en fait. Et la partie voyageur, ce sera aussi du transport à la demande, comme on le fait dans certaines agglomérations? Alors, à Orléans, on en a parlé il y a peu de temps. On est parti sur d'abord de la ligne unique, voie unique d'abord. Hein. Donc voie unique, elle impose quelques contraintes quand même. Donc on est sur du transport cadencé, 5h du matin, 23h, toutes les demi-heures. Mais pas à la demande, donc c'est programmé. À la demande la nuit. À la demande la nuit, dans un deuxième temps. Mais aujourd'hui, c'est du transport cadencé. Alors, je précise que ce n'est pas une navette qui va circuler, mais c'est un lot de jusqu'à 5 navettes qui peuvent aussi bien combiner du fret que du voyageur, puisqu'en fait, vous avez compris que le système d'automatisation est exactement le même. Je précise aussi que même si on arrive à le sortir en France en 2029, ce qui est notre plus grand espoir aujourd'hui, on ne sera pas les premiers en Europe. Hein. Voilà. Aujourd'hui, en Europe, il y a un pays qui va sortir des systèmes totalement autonomes en mode rural, plutôt en 2028. C'est déjà sorti en Chine et en Russie aussi. Donc voilà. L'exemple que vous évoquez en Europe, vous pouvez en dire deux mots pour ces... C'est un grand voisin qui est très très porté sur le ferroviaire. Okay. Voilà. Vraiment très très porté sur le ferroviaire et qui va sortir déjà un système autonome en 2028. Sur le voyageur en premier. Sur le voyageur en premier. Et le fret arrive. Voilà, c'est un pays qui a moins de problèmes financiers que nous. Alors, on vous demande si les coûts d'infra restent les mêmes que pour un train classique. Alors oui et non. Alors, la machine qu'a conçue Socofer, là, telle que vous la voyez, elle peut rouler sur des lignes classiques, c'est-à-dire les lignes en zone état d'entretien approximatif. On pense que c'est un mauvais choix. Parce qu'on l'a entendu tout à l'heure, les gens n'aiment pas qu'on fasse des travaux. Donc nous, on pense qu'il est bien préférable de faire un investissement long
C'est-à-dire de faire du travail une ligne sur laquelle on ne va pas retoucher pendant 50 ans, de manière à pouvoir y faire fonctionner bien évidemment le microfret, bien évidemment le voyageur, mais bien évidemment les trains lourds. Voilà. Le céréalier qui va faire 40 voyages par an, évidemment, il faut lui donner accès à cette voie-là. Parce qu'en fait, en prenant la LDFT, il va ensuite embrayer sur une ligne de SNCF Réseau. Donc voilà, il n'y a pas du tout incompatibilité, mais il faut vraiment, de notre point de vue en tout cas, il faut vraiment changer la manière de penser le ferroviaire et vraiment penser que l'automatisation est une nécessité. C'est un nice to have, hein. C'est absolument nécessaire d'automatiser si on veut avoir des coûts et des comportements comparables à ce qu'on peut trouver dans le monde routier. Comme le problème, c'est de financer la rénovation des lignes abandonnées, devis astronomique de SNCF Réseau, je ne vois pas comment cette navette résoudra le problème, vous dit un intervenant. Alors, vous l'avez compris, à partir du moment où vous utilisez la loi LOM de 2019, que vous transférez la ligne à une région, le problème, il est plus du côté de la SNCF Réseau, hein, qui a assez de problèmes avec ses lignes principales, hein, il est du côté de la région. Et là, la solution, elle est clairement sur du financement long, elle est clairement sur de la concession, elle est sur le modèle du CERM, elle est sur le modèle de la tokenisation. Il y a tout un tas de mécanismes financiers aujourd'hui qui permettent de faire du financement long à partir du moment où il y a de la recette. Et la recette du microfret, c'est 6 fois celle du voyageur, pour illustrer un petit peu. Et nous partons de l'idée que 4% d'une population va être transportée d'un territoire donné au démarrage. Mais aujourd'hui, en Suisse, vous avez compris que c'est un peu la référence, hein, en Suisse, aujourd'hui, vous avez 19% de la population qui utilise le fer. La raison est très très simple, hein, c'est qu'il y a une qualité de service. Ça a été dit aussi tout à l'heure. Sans qualité de service, il n'y a pas de ferroviaire. Qualité de service, qualité de l'offre. Très bien. Et vous avez évoqué les CERN, donc ça s'inscrit aussi dans une logique globale. Quel est votre état d'esprit pour finir, puisqu'on va aller vers la pause ? Alors, mon état d'esprit, il va être d'autant plus joyeux que je vais rencontrer, je l'espère, à la pause, des interlocuteurs qui vont me dire qu'ils sont prêts à jouer la petite étape supplémentaire dont on a besoin pour transformer le projet que vous avez vu tout à l'heure, qui est un prototype, hein, en projet commercial. Merci à vous, Philippe Bourguignon. Merci à tous les intervenants ce matin qui nous ont montré ambition, inventivité, innovation. Merci à vous pour votre attention. Et on se retrouve à 11h15 avec Gilles Dansart et la suite. Merci. Merci.